Bonjour à tous et bienvenue au webinaire sur les nouveautés de la version 8.0. Mon nom est Yannick Picard, représentant technique aux ventes chez Famic Technologies. Je suis accompagné de mon collègue Luca Berto de l'équipe d'ingénierie d'application et de support. Donc aujourd'hui, nous allons discuter dans le fond, c'est le 5e webinaire de la série. Donc, ça va être au niveau des nouveaux modèles. Pour ceux qui sont intéressés aux anciens webinaires qu'on a fait dans les dernières semaines, ils vont être les enregistrements sont disponibles sur notre site web. Donc, vous pouvez aller les vérifier et vous pouvez regarder encore la vidéo. Également, cette vidéo, l'enregistrement du webinaire d'aujourd'hui va être envoyé par courriel à tous les participants enregistrés. Donc aujourd'hui, l'agenda de la session, nous allons voir là au niveau de l'amélioration des volants et des systèmes de direction pour vos schémas hydrauliques. Également les nouveaux composants à l'intérieur de la librairie du module de blocs mathématiques. On a également des nouvelles recherches avancées pour nos catalogues en ligne et également, il y a d'autres améliorations que Luca va pouvoir vous démontrer au courant de la session. À la fin de la rencontre, il va y avoir une période de questions et de réponses. Par contre, vous pouvez les poser en direct pendant la présentation. On va pouvoir vous répondre par l'application GoToWebinar. Et à la fin, encore une fois, à la fin de la rencontre du webinaire, on va pouvoir également céduler une période de questions pour répondre directement là, à celle-ci. Donc, je vais laisser Luca faire la suite de la présentation. Merci et bonjour à tout le monde. Dans cette présentation, je vais vous montrer les composants améliorés disponibles dans Automation Studio 8.0 pour simuler un système de direction hydraulique. Commençons par le volant. Nous avons introduit différentes façons de contrôler le volant en définissant la position angulaire, la vitesse à laquelle il tourne ou encore le couple agissant sur le volant. Nous avons également introduit le concept de tenir ou relâcher le volant, ce qui permet de simuler le mode de réaction dans une unité de direction. Le maintien des mains sur le volant ou pas est indiqué par cette icône pendant la simulation. Le transport entre le volant et l'unité de direction est désormais facilement mesurable puisque la connexion du volant et de l'orbital est compatible avec les instruments de mesure sur arbre. Du côté hydraulique, nous avons revu le modèle de valve de priorité dynamique pour inclure les orifices reliant le port de priorité à celui de détection de charge. Ceci afin de mieux simuler les systèmes de direction dynamique qui sont fortement affectés par le débit dans la ligne de détection de charge. Le composant orbital qui représente le moteur orbital et la déflexion entre le tiroir et la chemise du distributeur rotatif dans un boîtier de direction peut maintenant simuler le mode réaction ainsi qu'une direction à double cylindre. Passons maintenant à voir les composants en action dans Automation Studio. Nous avons ici deux systèmes, un à cylindrée simple et un à double cylindrée, celui à droite. Dans les propriétés du volant, il est possible de choisir le type de commande. Dans ce cas, la commande de vitesse est utilisée, mais changer pour angle ou couple n'est qu'une section différente dans ce menu. Le volant peut être actionné manuellement avec une glissière
ou par variable. Donc, un signal généré ailleurs dans Automation Studio qui peut être associé au volant. En démarrant la simulation, nous pouvons voir qu'un ressort est utilisé dans le volant de direction pour émuler une force sur le système et en commençant à faire tourner le volant, nous constatons une montée en pression. La valve directionnelle représente ici la valve rotative à l'intérieur du boîtier de direction. Ainsi, elle se déplace en fonction de l'angle de déflexion entre le tiroir et la chemise, comme vous pouvez voir ici avec le nom de la variable. Je peux retirer mes mains du volant et laisser le ressort repousser le vérin de direction et voir donc l'orbitrole tourner dans la direction opposée, tout en restant à 0 ou près de 0 comme angle de déflexion. Passons maintenant au circuit de test à double cylindrée. Je peux actionner mon volant. Et par exemple, aller mesurer sur l'arbitrage la déflexion avec mon instrument de mesure. Donc, angle de déflexion. En changeant ma vitesse de rotation, par exemple, si j'augmente ma vitesse, on peut voir que l'angle de déflexion augmente. Parce qu'on a une vitesse plus élevée, donc un débit plus élevé aussi à la sortie de l'unité. Si j'arrête la simulation et je crée un graphique, je peux tracer, par exemple, la déflexion de l'orbitrole pour observer l'effet du débit de la ligne de détection charge. Donc, laissez-moi mesurer aussi le débit dans ma ligne de détection de charge et l'ajouter au grapheur. Donc, je peux redémarrer ma simulation. Cette fois-ci, je vais garder une vitesse constante. Peut-être on peut augmenter légèrement la vitesse. Voilà. Je peux aller modifier les angles dans ma valve de priorité dynamique. Par exemple, je peux réduire ces angles, ces orifices, pardon. Et donc réduire le débit au niveau de ma valve de priorité dans la ligne de sens, ce qui va augmenter l'angle de déflexion de mon orbitrole. Donc, c'est un scénario comme ça pourrait aussi bien avoir des impacts sur la stabilité du système. Donc, en concluant, pour les systèmes de direction, vous avez maintenant accès à des comportements améliorés que nous l'espérons vous aideront à analyser vos systèmes, améliorer votre
compréhension et aussi à prévenir et résoudre des problèmes que vous rencontrez dans vos machines. Je vais maintenant vous présenter les nouveaux composants disponibles dans l'atelier des blocs mathématiques d'Automation Studio 8.0. Nous disposons des moyens supplémentaires pour générer des signaux périodiques tels que des générateurs d'ondes sinusoïdales, d'ondes carrées, d'ondes triangulaires et ondes de chi. Ils sont tous dotés des définitions de paramètres fixes ou variables. Nous avons également introduit certaines transformations pour analyser et contrôler les systèmes électriques, comme la transformée de Park ou Direct Quadrature Zero pour convertir les signaux des courants alternés en signaux des courants continus. La transformation Clark ou alpha-beta, utilisée dans le contrôle des onduleurs triphasés, et la transformation Concordia. On a ajouté également un limiteur de signal et deux blocs limites supérieures et inférieures pour des signaux. Aussi des composants pour simplifier le calcul de la valeur min ou max, de la valeur moyenne et RMS. Dans Automation Studio, tous ces composants sont disponibles dans la section bloc de la bibliothèque et peuvent être utilisés sur un schéma bloc. Vous voyez ici en haut leur emplacement respectif dans la bibliothèque. Bon, c'est en anglais, mais ça vous donne quand même l'idée. Je vais maintenant vous montrer quelques exemples utilisant certains de ces composants. Dans le premier exemple, on a un générateur d'ondes triangulaires avec des entrées. Donc, si je simule, je peux varier par exemple sa fréquence pendant la simulation. Ce signal est aussi envoyé dans un composant des limites supérieures, dont le signal de réinitialisation est généré par ce composant qui génère une onde carrée avec des paramètres fixes. Donc, on peut regarder dans un grapheur mon signal triangulaire et je peux reculer pour voir le moment où j'ai changé sa fréquence. Je peux afficher en vert mon limite, la sortie du limite supérieure. Donc on voit comment il suit le signal pendant qu'il monte jusqu'à temps qu'il commence à redescendre. Et après, quand il est réinitialisé par mon onde carré, quand mon onde carré passe de 0 à 1, est réinitialisé, donc ça reprend à suivre une fois que le signal augmente. Il y a également ici un composant limite dans lequel les valeurs des limites maximales et minimales sont dynamiques. Donc je peux les modifier. Donc si j'affiche mon signal limite, je peux par exemple modifier un des deux limites pour voir comment ça affecte le résultat de ma simulation. Okay. Dans ce deuxième exemple, les transformations des Park et Clark sont appliquées sur un signal triphasé. Donc,
on peut voir dans les graphiques, on peut mettre en pause, les courants ABC générés par mes blocs sinus et les signaux transformés. Donc, alpha, bêta, 0 pour la transformée Clark, ou les signaux D, Q et 0 pour ma transformée Park. On peut les utiliser pour des calculs, puis en appliquant la transformation inverse pour réobtenir un signal triphasé. Pour terminer, je vais vous montrer une application potentielle d'un générateur d'ondes sinusoïdales. Ici, nous avons le bloc pour générer le signal de commande qui est envoyé au solénoïde de ces deux valves directionnelles. L'idée est de faire varier la fréquence du signal de commande et voir l'effet sur la position de mes deux vérins. La valeur de la fréquence est générée par ce composant et envoyée, vous voyez, au port d'entrée du générateur d'onde. Pratiquement, cela pourrait être considéré comme un test du système avec un balayage de fréquences. En lançant la simulation, on peut voir dans le graphique comme à tous les 5 secondes, ma fréquence du signal change. Et par conséquence, on voit la partie hydraulique qui est en train de simuler. On peut voir donc la position de mes deux valves, la position de mes deux tiroirs. On peut voir comme la deuxième valve, elle commence à perdre de l'amplitude avec des fréquences plus élevées. Et également, si on compare la position, la réponse en position des deux vérins, on peut voir que l'amplitude du deuxième vérin est réduite par rapport à celle du premier. Maintenant, ceci n'est qu'un système très simple, sans aucune boucle de contrôle ni d'autres stratégies. C'est juste le signal qui est envoyé directement du générateur d'onde à mes valves. La différence entre les deux systèmes, c'est que la valve de droite, elle est configurée pour être plus lente que celle de gauche, et donc on voit comment sa réponse à en augmentant la fréquence est différente. Ça va être juste un exemple pour montrer comment on peut intégrer un signal, une génération de signal et un système technologique et observer la réponse. J'espère que vous aviez trouvé cela intéressant et que vous pourrez intégrer ces nouveaux composants dans votre modélisation. Comme dernière partie de cette présentation, je vais vous présenter les améliorations que nous avons apportées au flux de travail dans Automation Studio pour le rendre plus efficace et faciliter la lecture des chemins. Pour commencer, dans le catalogue en ligne, il existe une nouvelle interface pour le symbole et le code produit d'un modèle. Aussi,
Dans la recherche, une nouvelle fonctionnalité a été ajoutée pour trouver les produits en fonction de leurs paramètres. Dans Automation Studio, nous avons introduit des catégories de composants, ce qui permet de décider à quelle catégorie chaque symbole appartient et le code, l'apparence et la règle de nommage qui lui sont appliquées. D'autres améliorations incluent une sélection plus rapide des fonctions de ligne, la possibilité d'appliquer une charge sur les actionnants en cliquant directement sur le composant pendant la simulation, des icônes pour identifier les composants utilisés dans un mécanisme et la capacité de zoomer à la fois sur le schéma et dans la bibliothèque ont été accrues. Donc, voyons ces fonctionnalités dans Automation Studio. Dans le catalogue en ligne, si je ouvre le premier produit, voilà, on voit que le code d'option reste en haut, même en faisant défiler vers le bas la page. Donc, il reste toujours visible. Je peux sélectionner des différentes options et voir le code résultant dans les options ici. En plus, grâce à cette icône d'œil, il est possible d'afficher le symbole sous une forme d'élément flottant dans la page web. Donc, il peut être déplacé, on peut ajuster sa taille et on peut même l'utiliser pour insérer le produit dans un schéma d'Automation Studio. L'autre changement qui a été apporté au catalogue en ligne concerne la fonction de recherche. Donc, vous avez accès à cette recherche avancée où vous pouvez sélectionner les catalogues que vous souhaitez prendre en compte pour votre filtre. Et après, vous pouvez définir une combinaison des plages pour les paramètres afin de trouver des composants qui correspondent à vos critères. Donc, par exemple, on applique un certain filtre, on lance la recherche, on retrouve les résultats, on a différentes possibilités de visualiser les résultats, on peut les regrouper de différentes façons, on peut afficher les symboles. Et ensuite, trouver le bon produit, on peut bien sûr l'utiliser dans un projet Automation Studio. Si on revient dans Automation Studio, je vais maintenant vous montrer les nouvelles catégories de composants. Elles sont définies dans les propriétés du projet. Voilà. Et pour chacune d'elles, il y a un code, une apparence, une règle de nommage associée. Si je décide par exemple de modifier le code utilisé pour les distributeurs, puis j'applique, il me dit que mon standard est bien utilisé dans mon chemin.
dans mon document diagramme 1. Donc, je peux renuméroter mes composants et vous allez voir que le code sur les valves directionnelles va changer. La même chose peut être faite pour l'apparence. Donc, si on va dans la section apparence des composants, on peut créer une nouvelle apparence. Par exemple, on va changer la couleur pour ce qui concerne les symboles, la ligne des symboles, et on l'applique à certaines catégories, donc les actionnaires. Quand j'applique, on peut voir que les actionnaires sont devenus rouges. Les catégories sont disponibles dans les systèmes hydrauliques, pneumatiques et aussi pour les systèmes électrotechniques. L'utilisateur peut créer ses propres catégories et pour associer un composant à une catégorie, il s'agit de faire le choix dans les propriétés du composant. Donc, on a la liste des catégories définies dans le projet et on peut choisir à quelle catégorie chaque composant appartient. Pour les autres améliorations, la sélection de la fonction de conduite est une option dans le menu d'Automation Studio. Donc, on peut choisir de l'activer, ce qui rend disponible quand je fais une sélection de conduite, cette liste déroulante avec les différentes fonctions. Je peux facilement donc changer la fonction de conduite, ce qui impacte l'apparence et la géométrie de conduite. La liste des fonctions est telle que définie dans le circuit. Donc, dans mon installation circuit, pour chaque circuit, j'ai une liste des fonctions. C'est celle-ci qui est disponible lorsqu'on sélectionne conduite. Pour les composants connectés mécaniquement, on a une icône qui maintenant les identifie, donc ce brin qui est inséré dans un mécanisme, on a cette icône. Elle peut être cachée dans les données du composant si nécessaire. Et dans la bibliothèque, on a augmenté la possibilité d'agrandir les symboles. Donc, vous pouvez maintenant agrandir encore plus les symboles des composants. Et aussi sur les schémas, vous pouvez zoomer jusqu'à un zoom de 4000%. Donc, ça nous permet de bien voir et définir la géométrie lorsqu'on crée des symboles ou des animations. Si je démarre la simulation, on peut appliquer les charges sur les actionnaires en cliquant directement sur le composant. Donc, je peux le faire, par exemple, ici sur mon moteur pneumatique et empêcher sa rotation. De même, je peux faire dans la partie hydraulique. Je peux faire la même chose au niveau du moteur hydraulique. Je peux appliquer un couple plus élevé que ce qui est capable de me fournir mon système. Faites attention que ce couple, c'est un couple moteur.
Donc, même si je suis en position neutre, c'est le cube qui mène la rotation. Ça est disponible pour les moteurs, aussi pour les vérins hydrauliques et pneumatiques. Dans les vérins, on peut modifier la masse, l'inclination et ajouter des forces résistives. Donc, on a étendu la fonction qui était déjà disponible côté électrique aux composants fluides. Cela couvre les nouvelles fonctionnalités visant à simplifier le processus de travail dans Automation Studio et on espère que vous les utiliserez. Avec ça, on a... Merci, Lucas. Donc, maintenant, on va pouvoir répondre à vos questions. Vous pouvez les poser directement à partir de l'application GoToWebinar. Maintenant, on peut commencer. Donc, une première question. Où se trouvent les blocs de maths? En effet, donc les blocs mathématiques est un module de votre licence. Donc, si vous ne le voyez pas dans votre licence ou dans la librairie, dans la liste des librairies, en effet, il se peut que ce module-là ne soit pas inclus à votre licence. Donc, vous pouvez contacter votre contact chez Famic pour avoir soit un devis ou plus d'informations sur le module. Sinon, OK, j'ai une question au niveau de la documentation de ce qui a été démontré aujourd'hui. Donc, en effet, on a de la documentation dans l'aide de nos guides d'aide qui sont disponibles sur le support de Famic. On a également des formations avancées. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations, vraiment comprendre un peu plus des fonctionnalités un peu plus avancées, nous offrons des exercices sur la formation avancée, soit de modélisation de composants hydrauliques. Donc, vous pouvez y participer au courant de l'année. Vous pouvez également contacter votre contact pour un peu plus d'informations. Ensuite, cette question-ci est pour Luca. Est-il possible de simuler différentes charges ou géométries de cylindres au lieu d'un ressort tel que démontré dans la présentation? Donc, Luca, je vais te laisser la main. Oui. OK. OK, ouais, on peut voir ton écran. Donc, on fait référence à la partie de la direction. Donc oui, effectivement, dans cette présentation, on a utilisé un ressort juste pour une question visuelle. C'est plus simple à comprendre et à expliquer. Mais toutes les options d'application des charges sur les actionnants sont disponibles. Donc, c'est un vérin comme tous les vérins qu'on a dans la librairie. Donc, on peut toujours utiliser, par exemple, ces courbes de force pour appliquer la charge. Donc, on peut utiliser des courbes de force résistive ou des forces motrices. On peut travailler par association de variables. Donc, même chose, force motrice, force résistive. Donc, définir la charge dans quelque chose d'autre et après assigner la variable de cette charge au vérin. On peut travailler avec des mécanismes. Donc, on a vu un mécanisme ici, mais dans mon instant, on avait dans le passé créé un mécanisme de direction selon géométrie Ackermann. Donc, on peut même créer un mécanisme pour représenter la géométrie du système de direction.
Donc, j'ouvre le fichier juste pour montrer un peu ce que peut être le résultat. Dans ce fichier, on a une partie 3D qui est purement pour de la représentation visuelle. Donc, voilà, ici, la partie 3D. Donc, ça, c'est purement du visuel qui est après animé en fonction d'un mécanisme. Donc, ici, on a notre mécanisme avec nos deux vérins, des directions, des éléments de roue sur lesquels on peut appliquer des forces. Comme vous le savez déjà, donc ici sont mes deux vérins sur la partie hydraulique. C'est un vieux projet, il n'a pas été mis à jour avec le dernier modèle d'Orbitrol, mais le concept pour comment appliquer des charges reste valide. Et donc, comme vous le savez déjà, dans le gestionnaire mécanisme, on peut ajouter des charges. Donc, c'est possible d'ajouter une force sur les roues pour représenter la force qu'on retrouve dans une vraie machine. Et donc, en fonction du type de direction, si c'est en direction reaction ou non-reaction, donc qui revient ou ne revient pas avec la force sur les roues, on peut avoir l'effet côté orbital. Donc, plein de solutions possibles. On peut même, par exemple, dans ce même exemple, on avait une partie avec un vérin, une partie qui peut représenter un banc d'essai, donc où la charge est représentée par une simple valve de sûreté, donc une pression imposée par une valve, où on pourrait utiliser toutes les fonctions de génération variable d'Automation Studio. On a vu des exemples avec des schémas blocs, donc on pourrait même créer un schéma bloc pour appliquer la charge par variable sur le vérin. Je pense que ça devrait répondre. Oui, ça semble répondre à la question. Une autre question, bon, pendant que tu as le projet ouvert, comment activer le remplissage? En fait, comment avoir de la couleur dans les composants? Donc, comment avoir de la couleur au niveau des cylindres et de tes valves directionnelles? Ah oui, donc ça c'est une fonctionnalité qu'on peut définir. On l'active au niveau de document, mais on la définit au niveau projet. Donc je vous montre. Dans le projet, donc ici on a la structure de nos standards, on a la même chose existe pour les composants et pour les conduites. Pour les conduites, c'est la couleur des surlignages qui est activée ou pas. Pour les composants, on a la liste, on l'a vu avec les catégories, donc la liste des catégories, et on a aussi une apparence composant. Donc après, on associe les catégories à l'apparence. Mais dans la règle d'apparence, on peut en créer d'autres. Il y a une partie juste symbole. Si on veut le surlignage en édition, donc c'est cette section-ci. Et après, le comportement en simulation. Donc on va voir les airs, les volumes de pistons qui sont colorés en fonction de la pression et les positions de tiroirs qui sont activées. Donc si je redémarre la simulation de celui-ci, on voit comment la position de tiroir est en jaune, et si on attend de monter en pression, peut-être accélérer un peu, on peut voir que quand on arrive en fin de course, que donc on attend la pression de sécurité de la valve, bon, la chambre du vérin a été colorée de la même façon que les conduites, donc en fonction de la pression. Donc, ce sont des options qui sont disponibles en édition et en simulation. Et pour les activer, on va dans les propriétés du document. Et pour les composants, c'est ce checkbox ici. Donc, on active le soulignage des composants.
pour les conduites, ce serait l'option de soulignage de conduite. Je crois, ok, dans celui-là, elle n'est pas activée, mais dans celui des fonctionnalités, oui. Donc, ici, on avait le soulignage de conduite active et c'est disponible dans les propriétés du document ou pour les conduites aussi dans les propriétés, dans le menu. Donc, je peux désactiver le soulignage et avoir juste le style de trait, par exemple. Donc, on peut choisir comment on veut l'apparence des lignes et des composants en édition et en simulation. Parfait, merci. Une autre question. Donc, avons-nous des modèles Orbitrol ou de vannes de direction dans nos catalogues manufacturiers? Oui, alors, on les a, laisse-moi juste ouvrir le catalogue, on les a des Danfoss. Donc, on a un catalogue Danfoss Steering. Et on a aussi un catalogue Eaton, Eaton Steering. Il y a un petit note à donner par rapport à ces catalogues. Ils n'utilisent pas encore le dernier modèle, donc particulièrement celui-ci d'Infos, on a déjà planifié une mise à jour. Probablement, ça va être au cours de l'année qu'on va publier une mise à jour du catalogue. Donc, pour l'instant, on a ces composants disponibles. Vous pouvez les utiliser, par exemple, pour faire de la représentation schématique, mais ne sont pas encore mis à jour pour ce qui est de la simulation. Donc, dans ce cas-là, bon, on vous invite généralement à nous contacter pour vous guider ou vous fournir une solution pour la simulation. La même chose peut être dit pour la partie Eaton. Il y a certains modèles qui ont été mis à jour un peu plus récemment que celui d'Infos, mais ne sont pas encore tout à fait au dernier modèle. Donc, selon les besoins, on pourrait avoir besoin sur les attentes, on pourrait avoir besoin de mettre à jour un peu le modèle. En tout cas, tous ces modèles sont construits à partir des composants de la bibliothèque. Donc, vous trouvez les composants, les orbitroles dans leur propre catégorie. Et les valves directionnelles sont des simples valves directionnelles dans lesquelles on configure les courbes d'ouverture selon les passages désirés. Je pourrais ajouter également que pour ceux qui ont les catalogues manufacturiers, vous pouvez remplir le formulaire de demande de composants sur notre site web et ainsi on pourra vous fournir les modèles que vous demandez. Donc non seulement ceux qui sont disponibles actuellement, mais également de d'autres manufacturiers de composants. Sinon, bon, on retourne un peu au niveau des blocs mathématiques. Donc, est-ce possible de créer ses propres équations et les associer à des composants hydrauliques? Oui, oui, c'est tout à fait possible. Donc, on peut utiliser les blocs pour générer des signaux de commande, comme on a fait dans cet exemple-ci avec une onde sinusoïdale envoyée à la valve directionnelle. On peut aussi créer des comportements. Laisse-moi juste chercher un exemple. Okay. Donc, pour créer un composant qui après s'intègre dans le schéma qui soit hydraulique, pneumatique ou électrotechnique. Donc, c'est possible de créer son modèle en bloc et l'intégrer dans ces trois ateliers. Il faut passer à travers ce qu'on appelle un composant personnalisé. Donc, c'est une fonction spécifique, mais cela permet disons,
de créer un symbole qui contient notre comportement. Donc, par exemple, ici, on a c'est un exemple où on a un composant. C'est un vérin pneumatique qui a été modélisé avec des blocs. Donc, des équations développées avec l'atelier bloc. On peut voir dans la partie atelier bloc, bon, il y a une partie qui calcule, bon, c'est en anglais, mais ok, c'est un gripper, donc on calcule l'accélération, la vitesse et la position de notre actionneur. On peut calculer après les forces et les débits. Donc, quand on arrive à la fin de course, le débit est requis. Et bon, c'est un peu de détail, mais il faut utiliser certains composants pour connecter donc la partie des schémas blocs vers l'atelier spécifique. On les appelle des adaptateurs pour faire ce passage. Et une fois qu'on a créé notre comportement, on peut créer un symbole. Dans ce cas-ci, il y a même une animation. Tout ça, on passe à travers le processus de création des composants personnalisés. C'est comme 3 ou 4 étapes pour choisir quel élément on veut utiliser. Et voilà, donc on obtient le comportement qu'on a modélisé par équation intégrée avec l'atelier, dans ce cas-ci pneumatique. Je peux, donc ici c'est mon composant, je peux ouvrir la partie comportement qui a été réalisée avec les blocs. Et bon, si je vais zoomer, donc je peux rester un peu plus arrière. Voilà, on voit que les chiffres sont calculés. Donc pour la position, pour la course de mon vérin, pour lui c'était une position aussi du vérin, etc. Donc la vitesse, tout est pris en compte pendant la simulation. Donc, je peux rentrer, ouvrir le comportement et voir effectivement ma partie de modélisation mathématique pendant que je simule mon schéma pneumatique. Donc, je ne vois plus de questions. On peut attendre encore quelques minutes pour voir si d'autres questions seront posées. Donc, petit rappel que l'enregistrement de la session d'aujourd'hui va être envoyé d'ici 24 heures aux participants. Elle sera également disponible sur notre site web prochainement. OK, donc on va remercier, on aimerait remercier tout le monde qui ont participé à cet événement, à ce webinaire. Puis on va vous souhaiter une belle journée. Merci, au revoir.